Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Nobilissimus. Julien. Côme mai 355. Elle fut brève la vie belle, vie studieuse de Pergame, vie libre d'Éphèse. Ah, nuit étoilée de l'initiation, nuit exquise d'Ionie. C'était hier, et déjà si lointain. De la sombre forteresse où je suis enfermé, j'aperçois le lac de Côme, étroit et coudé. Au loin vers le sud s'annonce l'orage, derrière de grises tentures de pluie. Une bise capricieuse froisse et fait gémir la ramure des peupliers surplombant les murs de ma prison. De nouveaux captifs, comme à Maquélon où j'ai langui 6 ans, 6 années volées à mon adolescence. Me tuera-t-il comme il a tué mon père, mes oncles, mes frères? Ce parchemin est mon confident. Écrire pour laisser une trace sur cette terre, conjurer la mort, survivre un peu par la magie de l'écriture. Après mes années de captivité en Cappadoce, je fus autorisé à étudier à Nicomédie. Mais si près de Constantinople, je me sentais trop surveillé. L'air de la liberté, je n'ai commencé à le respirer que sur la route qui, à travers les douces collines de Bithynie et les gorges boisées de l'Hellespont, me menait en Ionie, à Pergame. Nous avions quitté de bon matin le domaine de ma grand-mère. Le ciel était bleu, l'air vif. Enveloppé d'un long manteau de laine écrue, je chevauchais près d'Oribasio. Une escorte d'une douzaine de cavaliers nous suivait. Le soleil levant allumait les moires de l'immense rade de Nicomédie sur notre droite. Nous traversions une région de grands domaines, dont beaucoup appartenaient à des sénateurs de Constantinople. Des paysans labouraient. Je plaignais leur vie sans joie et sans espoir, pour toujours attachés à la glèbe. Courbés, ils appuyaient de tout leur poids sur l'arrière lentement traîné par une vieille vache ou un bœuf. Des lois sans cesse réitérées prétendent leur interdire à eux et à leurs descendants de quitter la terre qu'ils cultivent. Elles sont bien entendu bafouées, et le sujet de conversation le plus répandu des propriétaires terriens est la dépopulation des campagnes. Qu'ils soient de conditions libres ou serviles, le laboureur cherche à fuir la terre. Certains vont grossir la plèbe parasite de Constantinople, qui vit des distributions gratuites de pain au titre de l'annone civique. D'autres rejoignent des bandes de moines mendiants et querelleurs. D'autres encore s'engagent dans les légions qui, désireuses de trouver des recrues, se soucient peu de leur provenance. Comment faire que les paysans restent à la terre? Morceler les grands domaines, afin de multiplier les propriétaires? Diminuer le poids des impôts, pour rendre le travail des champs plus rémunérateur? Mes réflexions furent interrompues par la voix d'Oribasio. Il parlait de lui, de son enfance passée à Pergame, ville construite au sommet d'une montagne couronnée par une acropole, dominant à perte de vue la riche plaine de Mysie où serpente le Caïco. Il me décrivait sa maison familiale située à mi-pente dans la ville moyenne, sur la longue rue, près du gymnase, où il m'offrait l'hospitalité. Nous suivions la route côtière en direction d'Hélénopolis et de Pruse. Des mouettes voltaient en poussant de petits cris. Nous traversions des villages dont les étroites rues blanches descendaient doucement vers la mer Bleue, la Propontide, resplendissante sur notre droite. Oribasio m'expliqua que l'exemple de Galien, le plus grand médecin de tous les temps, né lui aussi à Pergame, avait déterminé sa vocation. Il parla d'Alexandrie, où il avait suivi l'enseignement médical du célèbre Zénon de Chypre, de son intérêt pour l'étude des maladies mentales. Je lui demandai si l'on pouvait guérir la folie. Il me surprit en répondant. La philosophie peut parfois guérir. C'est du moins ce que prétend Plotin. Si c'est le cas, qu'avons-nous besoin de médecins? J'étais ravi de ma petite pique. J'ai dit que la philosophie peut parfois guérir, mais la plupart du temps elle est impuissante. L'aide du Dieu est nécessaire. Dans les grands sanctuaires d'Asclépios, notamment à Pergame, le Dieu apparaît en rêve aux malades endormis. Et ils guérissent? Avec l'aide d'Asclépios. Comment agit-il? Il dicte le remède, mais l'interprétation des songes est ardue. C'est là que l'intervention du médecin est indispensable, moyennant une modeste rémunération. Oribasio prit un air angélique, pour faire le geste d'empocher des pièces de monnaie. J'aime sa spontanéité et sa gaieté. Est-ce difficile d'interpréter les rêves? Il y a des règles décrites par Galien dans son livre, Diagnostic des maladies par le moyen des songes, qui traite aussi des rêves divinatoires. Crois-tu à la divination? Oui, bien que Platon ait écrit dans le Timée, nul homme dans son bon sens ne parvient à la divination véritable,
il faut que son esprit soit entravé par le sommeil ou la maladie. Je connais ce passage qui traite de la structure du foie. On le commente dans les écoles de médecine, quand on étudie les viscères. Porphyre a écrit que la divination ne vaut rien, qu'elle est l'œuvre de démons cherchant à nous tromper. C'est aussi l'opinion des chrétiens. Pour une fois, Porphyre est d'accord avec eux. Es-tu vraiment un adepte du dieu Créto ? Cette question inattendue me fit l'effet d'un coup de poing. Je crois avoir rougi et balbutié. Évidemment, je suis chrétien. En tout cas, j'ai reçu une éducation chrétienne. Mes propos t'ont-ils fait supposer que je n'étais pas chrétien ? Franchement oui. Tu ne te réfères jamais à Créto. Tu t'intéresses à la philosophie et à la divination. J'étais tenté de remettre Oribasio à sa place et de clore la discussion. Je le regardais. Il me rendit mon regard, et je lus la franchise dans ses yeux bruns. Sans bien comprendre pourquoi, je sus soudain que je pouvais lui faire confiance. Je m'ouvris à lui de mes doutes, de l'hypocrisie que j'avais constatée chez les deux évêques successivement chargés de mon éducation, de mon admiration pour la pensée grecque qui n'avait pas attendu Créto pour être parfaite. J'ajoutais : le Dieu du Timée me convient mieux que celui de Moïse, mais si mes idées venaient à être connues, cela pourrait me coûter la vie. Même mon frère, le César Gallus, ne les connaît pas. Je suis moi-même fidèle au Dieu de nos pères. Tu peux compter sur moi, Julien. Je serai digne de ta confiance. Je regardais ce jeune homme mince aux cheveux noirs bouclés, à qui je venais de confier mon secret, et je sentis que j'avais désormais un ami. Je n'en avais jamais eu. J'ai 20 ans, me dis-je, et un ami. Je pensais à Achille et Patrocle, à Oreste et Pylade. Ma poitrine se dilata. J'étais heureux. À partir de là, la route parut extraordinairement rapide. Nous ne traversions pas seulement la Bithynie et l'Hellespont, nous chevauchions les nuées. Je n'oublierai jamais ce voyage d'hiver, cet enchantement où importait moins le paysage, pourtant admirable, que la contemplation des idées. Nous discutions encore des dieux et de l'âme quand apparut dans le lointain, Pergame la blanche, couronnée de temples et de palais, insolemment dressée sur sa montagne, dominant la riche plaine d'Asie, où coulait paresseusement le Caïco entre les vignes sombres et les oliviers d'argent. Avertis de notre arrivée, les autorités nous attendaient dans la ville basse formée de villas blanches et roses, disséminées au milieu de jardins irrigués par des canaux, où venaient boire les colombes. Les principaux membres de la curie étaient présents. L'évêque Dracontios, un homme de belle prestance qui aurait aussi bien pu être général ou gouverneur de province, me souhaita cérémonieusement la bienvenue. Pergame était honoré de recevoir un neveu du grand Constantin, cousin de l'empereur et frère du César. Il espérait que la ville serait digne de cet honneur. Quant à lui, il ferait tout pour me rendre le séjour agréable et il m'offrait l'hospitalité, soit chez lui, soit pour plus de confort, dans la maison d'un sénateur chrétien. Le gouverneur prononça également un discours, d'où il ressortait que mes appartements m'attendaient au Palais Neuf, spécialement aménagés pour me recevoir. Oribasio me regardait du coin de l'œil, et j'avais peine à garder mon sérieux, tant la rivalité des deux premiers personnages de Pergame était flagrante. Jugeant cette compétition favorable à mon indépendance, je prononçai quelques mots de remerciement. Je ne voulais déranger personne, je logerais chez Oribasio, mais je ne manquerai pas d'aller dès le lendemain, rendre visite au révérend évêque et à l'honorable gouverneur. De chaque côté de la longue rue, une foule désœuvrée regardait avec curiosité notre cortège officiel. Arrivés dans la ville moyenne, nous prîmes congé des autorités devant la fontaine monumentale, avant d'aller nous installer chez Oribasio, près du gymnase. Le lendemain, après avoir rendu à l'évêque et au gouverneur les visites promises, j'envoyai un de mes gardes chez l'homme pour lequel j'étais venu à Pergame, Édésio, le philosophe le plus savant de notre époque, le disciple du divin Jamblique. Le soldat revint bientôt dire qu'Édésio m'attendait. C'était un vieil homme voûté, qui habitait une petite maison de la ville haute, près du temple de Dionysos, derrière le marché. Sois le bienvenu, nobilissime. Par ta présence chez moi tu honores la philosophie. J'avais préparé une entrée en matière un peu emphatique. Je suis venu te déranger, parce que je cherche un maître et tu es le plus grand. Tu as connu Jamblique et Sopatros d'Apamée. Le savoir immense qu'ils t'ont transmis, je voudrais en profiter.
Le vieil homme leva les bras. Hélas! Je n'ai plus d'élèves. Je vois à peine et ne puis plus lire. Parle-moi de Jamblique, le maître vraiment divin, le plus grand après Pythagore et Platon. Le visage du vieillard s'éclaira. J'eus la chance d'être en Syrie son principal disciple. Il me transmit l'enseignement de Plotin, qu'il tenait de Porphyre, dont il avait suivi les cours à Rome, et d'Amélius qu'il avait écouté à Apamée. J'étais son élève favori, et je lui suis toujours resté fidèle, contrairement à Théodore d'Asinée. L'évocation des études et des controverses de sa jeunesse transfigurait le philosophe. Il parla de ses parents, une bonne famille de Cappadoce pour qui les études étaient une perte de temps. Au cours de son séjour en Grèce, son père eut beau lui couper les vivres, il ne s'était point laissé détourner de sa vocation. Tandis qu'il parlait, ses joues se coloraient et son regard vague semblait poursuivre au loin la vision d'une époque disparue. Les meilleurs esprits venaient en Syrie suivre l'enseignement de Jamblique, Sopatros, Eustatio et Phrasio. Nous commentions ces livres qui embrassaient tout le savoir humain, de Lameux, sur la philosophie chaldéique, mathématiques. Nous nous chargions de recopier ses commentaires sur les dialogues de Platon, ou les Analytica d'Aristote. Quelle époque! Qu'est devenue l'école de Syrie? À Apamée Sopatros succéda à Jamblique, puis l'école fut dispersée par la persécution de Constantin. J'avais honte d'être le neveu du persécuteur de la philosophie. Des larmes perlèrent aux yeux d'Édésio. Sopatros fut le plus courageux. Il alla mettre la tête dans la gueule du loup à Constantinople, où il officia avec prétexte Éitos aux cérémonies d'inauguration. Pourquoi cette imprudence? Il croyait pouvoir convaincre Constantin, mais ton oncle n'était pas accessible à la raison. Il accusa Sopatros d'avoir, par magie, lié les vents, pour les empêcher d'amener d'Égypte les bateaux chargés de blé nécessaires à l'approvisionnement de la nouvelle capitale. Le malheureux fut exécuté. Pour ma part, je me suis caché en Cappadoce avec Eustatio. Et vous avez reconstitué une école de philosophie? Pendant quelque temps, avec l'aide de Sosipatra, la femme d'Eustatio. Lui s'était enfui en Perse. Puis je me suis lassé de la Cappadoce, trop de disciples du dieu Créto, comme tu le sais puisque tu y as vécu. Pergame, ville de grande tradition intellectuelle, me parut plus appropriée. J'y eus de bons élèves. Priscos qui enseigne actuellement à Athènes ainsi que 3 de mes cousins, Maxime d'Éphèse, son frère Claudianos, professeur à Alexandrie, et Nymphidianos, un autre frère de Maxime qui a une école de rhétorique à Smyrne. L'année dernière j'ai finalement passé la main à Chrysantio et Eusébio. Je pense que tu vas suivre leurs cours. J'aurais préféré les tiens. Je n'ai plus la force d'enseigner, mais je te conseille de lire d'abord les dialogues de Platon les plus abordables. Tiens, prends de quoi écrire. Je vais te donner l'ordre de lecture des dialogues établis par Jamblique pour ses élèves. Je notai conscieusement la liste et dis avec fierté. J'ai déjà lu le Phédon et le Timée. Édésio hocha la tête. Je doute que tu aies pu en tirer profit. Le Timée est l'un des dialogues les plus difficiles, l'autre étant le Parménide. Comme l'a fait remarquer Jamblique, il condense toute la philosophie de Platon. Tu ne pourras pas les lire utilement, avant 1 an ou 2 d'études. Terminant là l'entretien, Édésio me reconduisit jusqu'à sa porte. Me prenant dans ses bras, il murmura. Méfie-toi de Dracontios, il a des espions partout. Puis à haute voix, que la bénédiction divine soit sur toi. Je traversais un marché animé. L'air était sec et frais. Les cris des marchands, l'odeur des épices se mêlant à celle des brochettes de mouton, la chanson d'un musicien ambulant, rien ne parvenait à me distraire de la pénible impression que m'avait laissé l'avertissement du vieux philosophe. Je tentais de voir si l'on me suivait, mais c'était impossible dans la foule agitée de ce marché d'Asie. Contournant le temple de Dionysos, je cherchais l'école d'Eusébio et Chrysantio. J'entendis une voix professorale qui venait d'une sorte de sacristie, où un homme à la barbe et aux cheveux bruns s'adressait debout, à une dizaine d'élèves assis en tailleur sur le sol et prenant des notes sur les genoux. Qui peut maintenant me récapituler les hypostases? Un élève répondit d'une voix appliquée. L'un, l'intelligence, l'âme. Bien, dit le professeur, ce sont les 3 hypostases selon Plotin, mais il y en a d'autres. L'élève reprit. Jamblique place l'ineffable avant l'un.
C'est vrai, et il a révélé d'autres hypostases, le temps, l'éternité. Constatant ma présence, l'homme vint vers moi. Salut, très noble Julien, je t'attendais. Je n'avais dit à personne que je viendrais. Tout se sait à Pergame. Si tu veux suivre mes cours, assieds-toi. C'est ainsi que, sous l'égide d'Eusebio de Mindos, je fis mes débuts à l'école de philosophie de Pergame. Comme c'était l'hiver, les leçons étaient données à l'intérieur, mais dès le printemps elles eurent lieu en plein air, à l'ombre d'arcades ou de portiques. L'un des endroits favoris d'Eusebio était le long promenoir à plusieurs étages qui précède le théâtre, aménagé dans une cavité naturelle de la montagne. Il y fait frais l'été. Je me mis au travail avec ardeur, et pendant les mois qui suivirent, j'allais chaque matin écouter Eusebio. L'après-midi je discutais avec d'autres élèves, ou je travaillais à la bibliothèque du Palais Vieux. Le soir je dévalais la longue rue pour rentrer chez Oribasio. Nous dînions en famille puis je lisais Platon, Porphyre, Jamblique ou Edésio, jusqu'à ce que mes yeux se fermassent. Le dimanche j'assistais sur l'acropole à la liturgie présidée par l'évêque Dracontios, dans l'ancien temple d'Athéna Polia, désaffecté une dizaine d'années plus tôt. À la place de la statue de la déesse de la sagesse s'élevait un autel surmonté d'une croix. Un fauteuil de velours rouge m'était réservé au premier rang au milieu du sanctuaire. Après les prières et les hymnes, on échangeait le baiser de paix. Le pain et le vin étaient offerts par les diacres à Dracontios, qui tendait ses mains élégantes aux ongles laqués de cinabre, en prononçant les paroles sacramentelles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Le pain eucharistique était ensuite distribué aux fidèles, qui l'emportaient dans de petites jarres. Je faisais comme les autres. En assistant régulièrement à l'office, j'espérais détourner les soupçons et acheter ma tranquillité. Il va sans dire que les prières que je répétais avec les autres avaient perdu toute signification pour moi. Mon imagination vagabondait dans le passé, en essayant de reconstituer les cérémonies qui s'étaient jadis déroulées à ce même endroit, en l'honneur de la déesse Vierge protectrice d'Athènes. Après un an d'études à Pergame, j'eus le sentiment que Eusebio n'avait plus grand-chose à m'apprendre. Une remarque, qui revenait parfois à la fin de ses cours, m'intriguait. Seul l'effort de l'intelligence permet à l'âme de remonter vers sa source. Les cultes à mystère et les enchantements ne servent à rien. La magie n'est qu'une illusion des sens, œuvre de charlatans. Prenez garde. Eusebio, que je questionnais, reconnut qu'il visait Maxime, qui croyait avoir trouvé un raccourci vers la divinité. Quel est ce raccourci ? Je trouve moi aussi le chemin trop long. Eusebio poussa un soupir. Plus on est jeune, plus on est pressé. Ce raccourci n'en est pas un. C'est une impasse. En croyant communiquer avec les dieux, on s'enfonce dans l'illusion des sens entretenus par des démons. La magie ne conduit pas à l'intuition mystique. Seule la raison peut purifier notre âme, mais c'est le travail de toute une vie. Je suis impulsif et soudain je pris ma décision. Je n'ai pas le temps d'attendre. Reste avec tes livres, Eusebio. Tu m'as beaucoup appris et je t'en remercie, mais maintenant je veux aller plus loin. Tu viens de me faire comprendre que l'homme que je cherche, c'est Maxime. Je quittai sans plus tarder Pergame pour Éphèse, où par un beau soir de printemps, je fus cérémonieusement accueilli au pied de l'enceinte de Lysimaque par l'évêque Ménophante, le proconsul d'Agiana, Araxios, et une délégation de la curie. Devant les tours massives de la porte de Smyrne, que le soleil teintait d'ambre, il me fallut écouter des discours, d'où il ressortait que rejaillissait sur moi la gloire de Gallus, César de l'Orient. Tous ces gens détenant une parcelle d'autorité calculaient que si mon frère avait été jugé digne d'accéder à la pourpre, on ne pouvait exclure que je connusse un jour la même élévation. Le lendemain je fis savoir que mon premier désir était de me rendre en pèlerinage à la maison de la Vierge. Mais secrètement j'avais envoyé chez Maxime le seul garde du corps en qui j'eusse confiance, un vieux soldat adepte de Mithra, qui bientôt revint me dire que Maxime avait disparu de son domicile de la rue de l'Odéon et que personne ne savait où il était. J'eus tout loisir de poursuivre mes visites pieuses sur les traces de la Vierge, de Paul et de Jean, qui sont supposés avoir vécu à Éphèse il y a 3 siècles. Je commençais à désespérer quand un soir, sur les marches de la bibliothèque de Cels, un homme dont je n'eus pas le temps de distinguer les traits, me tendit un billet et disparut. Maxime me faisait savoir que je devais aller le soir même à la taverne des Deux Louves, rue de Marbre,
pour y rencontrer un homme qui me demanderait si je venais d'Olympos, et à qui je devrais répondre « Oui, mais je suis Cilicien d'origine ». À l'heure dite, j'allais sans escorte rue de Marbre. La taverne était bruyante et bondée. On y sentait la sueur, le vin bon marché, l'oignon et le graillon. Un petit homme brun, vêtu comme un portefaix, m'aborda et après que nous eûmes échangé le mot de passe, me fit signe de le suivre. Il me conduisit dans un dédale de rue jusqu'à une maison, dont nous avons traversé la cour, avant de ressortir dans une autre ruelle. Nous avons encore marché un moment, jusqu'à une belle demeure, dont nous montâmes l'escalier. Un homme encore jeune, qui nous attendait en respirant une rose sur une terrasse fleurie dominant la ville et le port, s'inclina très bas, au point que ses longs cheveux noirs lui voilèrent à demi le visage. « Je suis Maxime, à tes ordres nobilissime. » Quel excès de précaution! Les délateurs veulent ma perte. Les sbires de ton frère sont à ma recherche. S'ils me trouvent, je serai mis à la question. Il se pencha vers moi, la barbe noire frémissante. On me persécute pour mes idées, dit-il à voix basse. Il se mit à arpenter la terrasse à grandes enjambées. Ses vêtements larges et chatoyants que soulevait la brise du soir, lui donnaient l'air d'un mage de Chaldée. Je traverse une période néfaste. Tous les signes concordent. Je cours un grand risque jusqu'à la prochaine lune. Ton ami Chrysantio dit que tu communiques avec des dieux, qui te livrent les secrets de l'avenir. Maxime prit un air modeste mais il semblait flatté. L'avenir est inconnaissable. Cependant, parfois les dieux, s'ils nous aiment, nous laissent jeter un coup d'œil. Je ne peux te dire l'heure de ta mort, ce serait un blasphème. Il s'arrêta de parler, comme une femme apportait des rafraîchissements. Je bus avec plaisir un sirop de fruits. La marche rapide à travers la ville m'avait donné soif. Les étoiles perçaient le ciel noir. Les rumeurs d'Éphèse montaient assourdies jusqu'à nous. Les jasmins de la terrasse répandaient de lourds effluves. Maxime suivit du regard la femme qui se retirait puis, s'approchant de moi, murmura. « Je ne peux pas non plus te dire si tu régneras. » Je me sentis pâlir et parcourus d'un frisson, qui ne devait rien au serein. Il ne faut jamais mentionner ce sujet. Toute prédiction en ce domaine est punie de mort. Je changeai de conversation. Puis-je suivre ton enseignement? Je n'ai plus d'école. Les chrétiens sont partout à Éphèse. C'est l'évêque Ménophante qui commande, avec l'aide d'une curie où les clercs jouent un plus grand rôle que les notables. J'ai dû entrer dans la clandestinité. Nous allons nous compromettre mutuellement. J'ai pris mes précautions en faisant croire à Ménophante que je m'intéresse aux origines chrétiennes. Tout en respirant sa rose, il me fixait de ses yeux noirs, dont je sentis le magnétisme. Un jour tu connaîtras la gloire. Veux-tu la gloire, Julien? Je veux accomplir ma destinée, agir conformément à la nature que les dieux m'ont donnée, faire ce qu'ils attendent de moi. Désormais je rencontrais régulièrement Maxime, mais de manière suffisamment discrète pour que, en dehors des loges et des sociétés secrètes où se retrouvaient les initiés, on ne sût pas que j'étais son disciple. Maxime était à la fois prêtre d'Hécate et de Mithra, ou plus exactement Hiérocéris de Mithra et Hiérophante d'Hécate. Quelques jours après notre rencontre, il me donna un soir, rendez-vous dans un petit temple d'Hécate, situé dans un faubourg populaire. Aucun signe distinctif n'en signalait l'entrée, qu'on aurait pu prendre pour celle d'une maison particulière. Il y avait là, autour de Maxime, une dizaine de fidèles inclinés en prière devant la statue de la déesse coiffée du polo cylindrique. Elle tenait une torche dans chaque main. Après avoir brûlé une pincée d'encens, Maxime commença à chanter doucement des paroles incompréhensibles pour moi, reprises en chœur par l'assistance. Tout le monde avait les yeux fixés sur le visage de la déesse. Il me sembla soudain qu'un sourire plissait sa bouche. Je me frottais les yeux, incrédule. Maxime me dit à l'oreille. « Ne t'étonne pas. Les torches vont s'allumer. » Après la cérémonie, Maxime me fit signe, ainsi qu'à quelques fidèles. Nous l'avons suivi à l'étage dans une salle sans fenêtre, où un repas léger nous attendait sur des guéridons à 3 pieds cannelés. Il n'y avait pas de siège, nous mangions debout. Cela me donna l'occasion d'approcher une jeune fille brune au profil grec très pur, qui gardait modestement les yeux baissés. Elle s'appelait Arsinoé et était prêtresse d'Artémis. Maxime récita des prières dont le sens m'échappait, mais vous revenez des noms de dieux et de déesses, Sérapis, Mithra, Isis, Hélios, Hécate.
Les prières terminées, Maxime dit en grec. J'abandonne maintenant la sainte langue chaldéenne, dont je me sers pour m'adresser aux dieux. Nous avons aujourd'hui le grand honneur d'accueillir le très noble Flavius Claudius Iulianus. Son appartenance à notre groupe doit rester secrète, comme toute notre activité. Vous êtes des représentants de cultes persécutés par la religion officielle. La diversité de nos rites est le reflet de la variété du monde sensibi, mais nous croyons tous à l'unité du monde intelligible, qui existe et a toujours existé, au-delà de la perception de nos sens. Derrière les apparences, nous voyons l'unité de l'univers. Hécate, qui est l'âme du monde évoqué par Platon, est également Isis. Elle est aussi la grande mère ou Artémis. Mitra est le soleil, et aussi Sérapis. Je vais maintenant rompre le pain sacré, et faire circuler la rituelle coupe de vin qui nous redonnera l'espérance. Julien, veux-tu être des nôtres ? J'étais impressionné, chacun me regardait. Les grands yeux noirs d'Arsinoé étaient fixés sur moi. Je sentais l'odeur du vin qu'on mélangeait à des aromates. Les torches crépitaient et fumaient. Il faisait chaud. Mon front ruisselait. Oui, je le veux. Tu entres aujourd'hui dans une communauté liée par des serments. Tu les prononceras bientôt, et seule la mort pourra t'en délier. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, dis-je d'une voix mal assurée sans trop savoir à quoi je m'engageais. Tu seras initié au début de la prochaine lune, dit Maxime. J'avais loué une maison non loin du port, car j'aimais ce quartier animé, peuplé de gens venus de tous les coins du monde. Chaque jour je remontais à pied la rue des Courettes, toujours encombrée de véhicules et de passants, malgré sa largeur inhabituelle. J'allais à la bibliothèque de Cels, puis quand j'étais fatigué des livres, je me promenais sur l'agora ou au stade. Le dimanche, je ne manquais jamais la liturgie à la cathédrale. Après la cérémonie, je passais quelques instants avec Ménophante, un homme ascétique versé en théologie, dont on disait qu'il avait été une des lumières du concile de Sardis. Je revis Arsinoé. Son nom est courant à Éphèse. C'était celui de la femme de Lysimaque, sous le règne duquel Éphèse devint Arsinoéia. La jeune fille me parla de son père, qui avait été prêtre d'Artémis, jusqu'à ce que le temple de la déesse fût saisi par les chrétiens, saccagé et transformé en église sous le règne de Constantin. Un jour nous nous sommes promenés sur l'emplacement de l'Artémision, l'une des merveilles du monde. La splendeur de ce monument entouré d'une colonnade double, et même triple sur l'un des côtés, ne fut jamais égalée. Arsinoé évoqua le légendaire Crésus qui en avait financé la construction, échelonnée sur un siècle, le rite artémisien, si étrange, où des prêtres castrés, les mégabises et des prêtresses vierges entretenaient un culte grandiose et compliqué. Il ne subsistait que colonnes effondrées et statues brisées. Le marbre qui revêtait jadis le temple gigantesque avait presque entièrement disparu, les décombres ayant servi pour les monuments de Constantinople. Tandis qu'elle parlait, la jeune fille s'animait. Sa jeunesse, sa beauté et sa pureté m'attiraient. Je lui demandai où se trouvait la grande statue d'Artémis. Elle secoua la tête avec tristesse. Elle fut détruite pendant les troubles. Des chrétiens l'ont précipitée de son piédestal, et elle s'est brisée en 1000 morceaux. L'or, l'argent, l'ivoire et les pierreries qui la composaient ont été volés. Pourrais-je assister à une cérémonie en l'honneur d'Artémis ? Tu serais déçu. Tout culte public nous est interdit. On ne peut honorer la déesse qu'en privé, chez des particuliers. Les riches et les puissants ayant peur de s'attirer des ennuis, il faut nous contenter de locaux mis à notre disposition par de petites gens. C'est dire que nos fêtes manquent de splendeur. On n'y trouve guère que des vieillards nostalgiques. Les jeunes qui veulent faire carrière nous évitent. J'ai d'abord participé au culte pour faire plaisir à mon père. La conviction profonde ne m'est venue que récemment, en écoutant Maxime. J'approuvais. Nous te devons aussi beaucoup, Julien. Ta présence nous rend l'espoir. Tu es jeune et tu seras puissant, je le vois. Tu es l'avenir. Sais-tu que je suis voyante ? Tu es prêtresse, les dieux te parlent. Parfois. Veux-tu connaître ton avenir ? Dans ses grands yeux noirs fixés sur moi, j'avais envie de lire mon avenir, mais je fis non de la tête. Peut-être vas-tu me révéler quelque chose qui te coûtera la vie. Tu sais qu'il est interdit de prédire sous peine de mort. Je ne veux pas que tu sois supplicié.
Je suis prête à tout risquer, à tout accepter si cela t'aide, si mes faibles connaissances peuvent éclairer ta route. Au soir convenu pour l'initiation, Maxime passa me prendre à ma maison près du port. Un convoi de blé d'Égypte venait d'arriver. Les navires, les voiles ferlées, étaient sagement alignés sur l'eau glauque qui clapotait. Des prostituées demi-nues interpellaient les petits marins égyptiens au teint basané, dont beaucoup avaient trop bu et titubaient. La lune se levait dans un ciel constellé. « Quelle nuit » dit Maxime. « La nuit de ton initiation est un moment de l'histoire du monde. » J'admire Maxime, mais je ne sais pas toujours s'il plaisante ou s'il est sérieux. Il est capable d'émouvoir aux larmes, quand tout à coup une réflexion incongrue vient montrer que lui-même ne pense pas un mot de ce qu'il dit. Nous remontâmes la rue de Marbre, puis la rue des Courettes, avant de nous engager dans un dédale de ruelles. Il y a 7 degrés d'initiation, dit Maxime, corbeau, occulte, soldat, lion, perse, messager du soleil, père. Nous entrâmes dans une maison bourgeoise adossée au mont Pion, par laquelle on pénétrait dans une grande salle vide, à l'exception d'une statue d'Isis. Une rumeur montait du sol. Cachés derrière la statue, des degrés taillés dans le flanc de la montagne nous menèrent à une crypte circulaire, symbole du cosmos, dit Maxime. Il faisait chaud en raison de l'affluence, des hommes uniquement. Après les ablutions purificatrices, on me banda les yeux symboliquement. Le voile était tellement fin que je voyais bien. Un desservant tendit à Maxime un long manteau rouge. « Je suis le père », dit ce dernier en coiffant un bonnet phrygien. Vêtu d'une robe blanche bordée de rouge, le mystagogue me lia les mains puis me poussa vers le père au son d'une mélopée chantée sur le mode lydien par des voix d'hommes. Je sentis une torche qui me brûlait presque le visage. « Tu renais par le feu », murmura le mystagogue. Poussé à nouveau en avant, je descendis une marche et me trouvai pataugeant dans l'eau. Renaissance par l'eau. À genoux, je répétais ce que me dit le mystagogue. Je renonçais à tout ce qui n'était pas la volonté divine. Les chants s'amplifiaient dans la chaleur étouffante. Mon corps était mouillé, humilié, mais en même temps je sentais que mon âme s'allégeait, qu'elle allait prendre son essor. Un sentiment ineffable m'envahit quand brusquement, le libérateur trancha avec un glaive les liens de boyau immobilisant mes poignets. Il me libérait des liens de la chair et du monde. Le bandeau ôté, le mystagogue me posa une couronne sur la tête. À mes yeux éblouis apparut l'autel surmonté d'une statue de Mithra Toroctone, le dieu invincible. Après avoir reçu dans ma chair les instructions divines, je ressentis une illumination. Je vis l'unité du monde qui émane de celui qui n'a pas de nom. J'entendis Mithra murmurer, « Je suis le berger ». Je répétais le refrain entonné par tous, « Mithra est ma seule couronne ». Chrysantio avait quitté Pergame pour venir nous rejoindre à Éphèse. Nous nous rencontrions souvent pour faire des expériences théurgiques. Un soir que nous étions dans ma maison du port, en compagnie de Maxime, à essayer de mettre en pratique les rites décrits par Julien le Chaldéen, un esclave vint annoncer la visite d'un certain Hésios, envoyé d'Antioche par le César Gallus. J'interrogeai mes compagnons du regard. Chrysantio ne le connaissait pas, mais Maxime plissa les yeux. Il y a, dit-il, un théologien de ce nom, un arien fanatique, qui soutient que le Fils est subordonné au Père comme le serviteur à son maître. C'est la thèse des Anoméens, dit Chrysantio. Hésios était un diacre à la barbe sale et au crâne dégarni. Il s'inclina avec raideur. Nobilissime, le César Gallus te salue et prie pour que tu demeures dans la paix du Seigneur. C'est là mon plus cher désir, répondis-je courtoisement. César s'inquiète. On lui rapporte que tu es soumis à de mauvaises influences. Parfois les démons, pour nous tromper, prennent l'apparence de faux dieux. J'abondais dans son sens. Il faut fuir les démons et nous référer seulement à Dieu. Maxime intervint avec un sérieux imperturbable. Nous faisons des recherches prouvant que Dieu s'est manifesté avant la révélation du Christ. On trouve dans Platon l'idée d'un Dieu unique, éternel, tout-puissant, inconnaissable par les sens. Hésios passait la main dans sa barbe hirsute et semblait perplexe. J'ai moi-même, commença-t-il, consacré à Platon et à la dialectique plusieurs années de ma vie. Il fut intarissable. Je l'amenai à nous parler des problèmes théologiques qui le passionnaient, me contentant de lui fournir de temps en temps une citation de Platon venant en renfort de sa thèse. Cette première entrevue fut suivie de plusieurs autres.
L'envoyé de mon frère finit par se plaire tellement en notre compagnie, que je ne savais plus comment m'en défaire. Il était maintenant complètement rassuré sur mon christianisme. Un jour que je l'avais accompagné au stade où saint Paul s'était adressé à la foule, il s'écria. L'éloquence de l'apôtre était irrésistible, car elle était inspirée par Dieu. Il n'avait pas eu besoin des leçons d'un rhéteur. Malheureusement, nous ne sommes pas des apôtres. Essio soupira. Lorsque j'ai voulu suivre les leçons d'un grammairien, je n'avais pas d'argent. J'ai dû lui servir de valet en échange de ses cours. Sans cette formation, je serais mort aujourd'hui, par ordre de ton frère. J'étais surpris. Gallus n'est pas si méchant. Il est emporté. À son arrivée à Antioche, mes ennemis lui avaient dit tant de mal de moi, qu'ils m'avaient condamné à avoir les membres rompus. Je lui fis dire que je lui pardonnerais ma mort, s'il consentait à m'entendre avant de m'envoyer au supplice, ce qu'il m'accorda. En peu de phrases je réussis, non seulement à le convaincre de mon innocence, mais à gagner son amitié. Maintenant je suis son homme de confiance. J'éclatais de rire. L'éloquence est à la fois ton gagne-pain et ton bouclier. Le visage d'Essio s'assombrit. J'aimerais pouvoir couvrir Gallus de ce bouclier. Est-il en danger? L'empereur lui a retiré ses troupes et l'a convoqué à Milan. Pour rendre compte de l'assassinat du gouverneur de Syrie? Il y a pire maintenant. Le préfet du prétoire Domitianos et son questeur Montios ont été tués par les soldats de César. Ils les ont attachés par les jambes et fait traîner par des chevaux à travers Antioche. Les corps sanglants ont été jetés dans l'Oronte. Je pâlis. Le préfet du prétoire. C'est un crime de lèse-majesté. Tu n'aurais pas dû assister aux courses de l'hippodrome, encore moins te faire applaudir par la foule. Gallus hocha la tête. Ce sont les circonstances, Julien. Comment être à Constantinople et ne pas aller aux courses? Comment refuser, étant Gallus César, de poser la couronne sur le front du vainqueur? Populaire comme je le suis, comment ne pas être applaudi? C'est justement ta popularité que craint Constance. Il prendra la manifestation de l'hippodrome pour un geste séditieux. Si encore tu avais l'intention de te rebeller. Gallus eut un geste de découragement. Comment m'opposer à Constance? Il m'a retiré mes troupes. Que comptes-tu faire? Me rendre à Milan, comme on m'en prie. Tu te livres au bourreau. Il faudra répondre de tous ces meurtres. Le préfet du prétoire. Domitianos m'avait provoqué. Il n'était même pas venu me saluer en arrivant à Antioche, et il disait partout qu'il cherchait des preuves de ma culpabilité. Mes soldats étaient outrés. J'espère que tu pourras convaincre Constance. Gallus eut une moue dubitative. Si Constantia était encore là. Je l'avais envoyée plaider ma cause à Milan. Morte de fièvre en Bithynie, sans que rien le laissât prévoir. Elle était ma dernière carte. Je ne comprends pas tous ces crimes. Ne me fais pas la leçon, Julien. Je ne suis pas un philosophe, moi. J'ai gouverné l'Orient pendant plus de 3 ans. Avec peu de troupes, j'ai maintenu l'ordre et contenu les Perses, pendant que Constance était engagée en Occident dans une lutte à mort contre Magnens. Il devrait m'être reconnaissant, lui qui sait bien qu'on ne gouverne pas innocemment, qu'il faut doser la contrainte et la persuasion. J'avais le peuple avec moi et aussi l'armée, mais les notables complotaient. Des partisans de Magnens ont tenté de me faire assassiner. Devais-je me laisser faire? Gouverner, c'est comme faire la guerre, tuer ou être tué. Et ta femme, qui s'emparait des biens de ceux qu'elle avait fait périr? C'étaient des adversaires. Il était normal que leurs biens fussent confisqués. C'est la loi. Je ne nie pas la cupidité de Constantia, mais elle était la sœur de l'empereur, et je n'ai pas à répondre de ses actes. Tu dis que tu as maintenu l'ordre, Gallus, mais laisser tuer des fonctionnaires impériaux, c'est le désordre. Qui commandait, toi, la populace, les soldats? Gallus me regarda d'un air peiné. Les faits n'entrent pas forcément dans les catégories des moralistes. On arrive à mener les hommes que là où ils désirent aller. L'ordre ne pouvait régner que si le peuple et l'armée me suivaient. Ils ont cru m'aider en supprimant mes adversaires. Un chef ne peut être partout à la fois. Les excès sont toujours possibles. Constance me comprendra,
lui qu'on a accusé du meurtre de notre père parce qu'il était le seul des 3 fils de Constantin présents à Constantinople ce jour-là. Cette conversation se déroulait dans la maison de mon oncle Julien à Constantinople. La fenêtre en distinguait sous un ciel couvert quelques voiles clairs, que le vent gonflait à peine sur la mer Propontide. Il faisait froid, malgré le petit feu de braise qui rougeoyait. Dès que j'avais appris que Gallus avait quitté Antioche pour se rendre à la convocation de l'empereur, j'étais parti d'Éphèse afin de le rejoindre à Constantinople. Bien qu'informé des mauvaises dispositions de l'empereur à son endroit, Gallus, fataliste, décida d'aller vers son destin. Il quitta Constantinople le lendemain de notre entrevue, à la tête d'un cortège brillant qui ne laissait pas présager sa disgrâce. À Andrinople, un émissaire du grand chambellan le persuada de renvoyer la plus grande partie de son escorte. Ne gardant que Lucilianus, commandant de sa garde, l'évêque Théophile l'Indien et quelques serviteurs, il partit pour l'Illyrie, entouré de soldats occidentaux. Arrivé en Aurique, à Pétovio, il vit sa résidence cernée à la nuit tombante. Apparut alors devant lui le comte Barbation, qui à Antioche avait commandé sa garde, et dont il n'avait pas de raison de se méfier. Cet ancien subordonné le persuada d'abandonner ses attributs de César et lui fit revêtir une tunique de simple soldat, avant de le conduire en Istrie, à Flannona près de Paula, là où Constantin avait jadis fait tuer un autre César, son fils Crispus. Le grand chambellan Eusébio et le tribun Malobaude, qui venaient d'arriver de Milan, l'interrogèrent brutalement sur les excès d'Antioche. Gallus commit l'erreur de charger sa défunte épouse, sœur de Constance. Lorsque le procès-verbal d'interrogatoire lui parvint à Milan, l'empereur entra dans une violente colère et ordonna l'exécution de Gallus. L'arrêt de mort fut transmis par 3 messagers, Serenianus, Pintadius et Apodemius, qui galopèrent nuit et jour vers Flannona. Quelques heures après leur départ, l'empereur, s'étant calmé, changea d'avis et envoya un 4e cavalier pour annuler l'ordre. Bien qu'il eût connaissance de l'arrivée de ce nouveau messager, Eusébio fit quand même procéder à l'exécution, prétendant ensuite avoir reçu trop tard le contre-ordre. Comme s'il était un voleur, on lia les mains de Gallus, et par un froid soir de décembre 354, au fond d'une prison d'État, le bourreau trancha sa tête blonde qui fut ensuite mutilée. Après ma rencontre avec Gallus, j'étais allé m'installer à Nicomédie, car il était trop tard en saison pour la campagne. J'appris qu'une terrible répression s'abattait sur les amis de mon frère. Dans les tourments, la plupart avouaient avoir participé à ces crimes, ce qui justifiait a posteriori son exécution. Essio me fit savoir qu'il se cachait en Asie. Désireux avant tout de me faire oublier, je menais une vie discrète, ne me montrant qu'à la liturgie du dimanche. Ma conduite dut être si édifiante, que le bruit courut que je m'étais fait moine. J'avais sollicité de Marino, le nouveau proconsul d'Agiana, l'autorisation d'aller étudier à Athènes. N'ayant pas reçu de réponse, j'avais demandé conseil à Libanios, qui avait transmis ma requête à son ami Stratégios Moussonianos, préfet du prétoire pour l'Orient, mais je n'avais obtenu qu'une réponse d'attente, et maintenant Libanios était allé s'installer à Antioche. « Tu as tort de suivre la voie hiérarchique, » dit mon oncle. « Comment faire autrement ? Passe par les eunuques. Euthérios est bien disposé à ton égard. » Je donnai mon accord, et mon oncle fit part au chambellan Euthérios de mon désir de me rendre en Grèce. Il n'y avait là rien qui pût inquiéter Constance. D'abord parce que les études philosophiques ne préparent guère au gouvernement de l'Empire, ensuite parce qu'il n'y a pas en Grèce de troupes dont j'eusse pu prendre le commandement, au cas où l'envie m'aurait pris de me rebeller. 2 mois plus tard, je fus convoqué au Grand Palais par Euthérios. À mon embarquement à Nicodémie, un léger brouillard couvrait la Propontide. Un vent venu du Bosphore le dispersa comme j'arrivais à Constantinople. À peine avais-je sauté sur le quai, que je me vis entouré de soldats. Un centurion de la garde s'avança pour me dire courtoisement mais fermement qu'il était chargé de m'accompagner. Quand je fus introduit en présence d'Euthérios, il me salua sans sourire. « Suis-je prisonnier ? L'empereur veut te voir dès que possible à Milan. Et la Grèce ? Ce sera pour plus tard. Quand dois-je partir ? Dès que les vents seront favorables, tu t'embarqueras pour Aquilée. » J'étais le seul civil sur le pont de la galère de la marine impériale, d'où je regardais s'estomper au loin les côtes de ma chère Bithynie.
Le capitaine était un homme cultivé qui avait lu Homère. Comme nous voguions entre l'île de Ténédo et la Troade, je m'ouvris à lui de mon désir de visiter le site antique de Troie, de voir le Scamandre et la plaine où s'affrontèrent jadis Achille et Hector. Ma proposition fut acceptée et au soleil couchant, le navire accosta dans le petit port d'Alexandrie de Troade. Le lendemain, m'étant levé de bon matin, je pris la route étroite qui mène à Ilion. Tandis que je traversais à gué un ruisseau boueux, on me dit que c'était le Scamandre. La lecture de l'Iliade m'avait laissé l'impression qu'il s'agissait d'un fleuve majestueux. Le rêve ne gagne pas à être confronté à la réalité. J'arrivai en fin de matinée à Ilion qui n'est plus qu'une petite ville, où m'accueillit l'évêque, un certain Pégasio, qui tenait à m'en faire les honneurs. Je suis venu, dis-je, visiter les tombes des héros de l'Iliade et tout ce qui rappelle la guerre de Troie. L'évêque sourit en disant qu'il n'y avait que cela d'intéressant à Ilion. Il me conduisit devant les monuments d'Achille et d'Hector qui se font face. Alors que la statue d'Achille est en plein air, une petite chapelle abrite celle d'Hector, dont le bronze frotté d'huile brillait doucement à la lumière de nombreuses lampes et cierges. Il était manifeste qu'un culte y était toujours entretenu. Je pris l'air étonné en me tournant vers Pégasio. Les habitants d'Ilion offrent donc des sacrifices. Ils respectent en Hector un héros qui fut leur concitoyen, de même que nous honorons nos martyrs. Ce curieux évêque me conduisit ensuite au temple d'Athéna ilienne, dont la porte était fermée. Il la fit ouvrir pour me montrer avec fierté que les statues étaient intactes. Il s'abstint de siffler ou de faire le signe de la croix, comme le font d'habitude les Galiléens devant les statues des dieux. Nous marchâmes ensuite jusqu'au cap Sigé, où se dresse le tombeau d'Achille. Nous nous approchâmes du monument avec recueillement. Cette visite me réconforta. En regagnant le bord, je me dis que tout n'est pas encore perdu pour l'hellénisme, tant qu'il y aura des évêques comme Pégasio. Lorsque quittant la mer de Myrto, la galère doubla le cap Malais, les côtes de la Grèce me paraissaient si proches et si inaccessibles. À gauche Cythère, l'île d'Aphrodite, à droite le golfe de Laconie et l'embouchure de l'Eurota. Au loin les cimes neigeuses du Taygète, où Homère voyait courir les nymphes. J'aurais aimé visiter Sparte, mais cela nous aurait trop retardé. Après avoir doublé le cap Ténare et le cap Acrita, nous avons longé la côte de Messénie, pour relâcher dans la vaste rade de Pylos, le pays du sage Nestor, dont je n'eus pas le temps de voir le palais, car sans attendre les vents favorables, nous reprîmes la mer par la seule force des rames dont le bruit ponctué par le cri des hommes berçait ma rêverie. Kyparis, les côtes d'Élide, Zante, le cap Kelonata, le golfe de Kylène et celui de Patras, ensuite Céphalonie, Ithaque, Leucade, Corfou et la côte de l'Épire que domine au loin le mont Tomaros sur lequel se levait un soleil glorieux. Ô Dodone! Où sont tes divins bosquets, où Zeus s'exprimait par le bruissement du chêne sacré? Arrivé à Aquilée, je dis adieu à mes compagnons de voyage. L'évêque Fortunatianus était venu en grand équipage m'accueillir au débarcadère. Une escorte m'attendait pour me conduire à Milan. En route nous remontâmes une colonne de prisonniers amaigris et chargés de chaînes, qui marchaient lentement vers Milan. Ce sont, dit le chef de l'escorte d'une voix neutre, des officiers et des fonctionnaires du César Gallus qui arrivent d'Orient. Ils seront jugés à Milan. À Milan je fus enfermé pendant plusieurs jours dans une grande maison lugubre et froide. Comme je commençais à désespérer, un homme brun au teint olivâtre se présenta. Je m'appelle Paul, et je viens te communiquer les charges qui pèsent sur toi. Il t'est reproché d'avoir quitté Macélon sans autorisation, et d'avoir comploté avec Gallus lors de son passage à Constantinople. Je regardai l'homme sans répondre, un visage glabre impassible, des yeux noirs impénétrables. Il parlait latin avec un accent qui me parut ibérique. Prépare ta défense, nobilissime. Je reviendrai t'interroger. Resté seul, je réfléchis. Paul? Qui peut-il être? Un frisson me parcourut. Paul. Ce devait être Paul Catena, la chaîne, le plus redouté des agents spéciaux de Constance. Partant d'un renseignement anodin, il en tire une chaîne de déduction. Tout lui est bon pour envoyer un homme à la mort. Délation, présomption ou aveu obtenu sous la torture. Personne dans l'Empire n'est à l'abri de son pouvoir. Si c'est là, me dis-je, l'homme auquel a été confiée l'instruction de mon cas, je ne donne pas cher de ma vie. Le lendemain, j'attendis avec anxiété la venue de Paul.
Dans ma solitude, je répétais les arguments de ma plaidoirie. J'étais innocent de tout ce dont on m'accusait. J'avais quitté la Cappadoce quand Gallus avait été proclamé César. L'autorisation de partir m'avait été transmise par l'évêque Georges de Césarée. Si j'avais vu Gallus à Constantinople, nous n'avions pas parlé de politique. C'était la première fois que je le revoyais depuis que nous avions quitté Maquélon, car j'avais refusé d'aller le rencontrer à Antioche, comme il m'en avait prié. J'avais d'ailleurs peu de points communs avec lui. Nous n'avions pas grand-chose à nous dire, nous nous écrivions peu et seulement sur des riens. Les jours passèrent sans que Paul se manifestât. Finalement un soir, une voiture fermée vint me prendre. Je crus qu'on allait m'exécuter de nuit comme Gallus, mais on m'emmena au palais, une grande bâtisse sombre ornée d'une colonnade corinthienne. À l'étage, dans une petite pièce tendue de velours jaune, m'attendait le grand chambellan Eusébio. « Quelle joie de te revoir, Julien !» La voix d'enfant charmeur dans ce corps énorme, il avait encore grossi depuis notre rencontre à Maquélon 6 ans plus tôt, aurait prêté à rire en d'autres circonstances. En fait, j'étais terrifié et fasciné, comme un oiseau par un serpent. Asseyons-nous sur ces coussins. On me dit que le vilain Paul est allé te voir. J'espère qu'il ne t'a pas fait peur au moins ? Il adore faire peur. C'est un homme terrible, très efficace je dois dire. Il est prêt à mettre sur le chevalet un évêque ou un général, comme s'il s'agissait d'un simple esclave. Personnellement, je n'approuve pas ces manières-là. Je lui ai interdit de t'importuner à nouveau. C'est moi qui vais t'interroger. Je suis innocent. Eusébio pencha la tête avec un air de reproche. Allons donc. Nous sommes tous coupables aux yeux de Dieu. Fais ton examen de conscience. Tu as comploté avec ce magicien d'Éphèse. Comment s'appelle-t-il déjà ? Maxime, c'est un philosophe, pas un magicien. Comme tu voudras. Donc ce Maxime veut en revenir aux anciennes superstitions. Il entretient des relations avec des sociétés secrètes, des foyers de subversion. Où se cache-t-il ? Je n'en ai pas la moindre idée. Et Hésios ce fanatique, le chef des Anoméens, toujours la subversion, un autre genre de subversion, l'âme damnée de ton frère. L'as-tu rencontré ? Il est venu me voir à Éphèse. Et vous avez comploté avec Maxime ? Mais pas du tout. Leurs idées sont opposées. Hésios venait justement me dire que Gallus était inquiet de l'influence de Maxime sur moi. Il craignait qu'il ne me fît perdre la foi. Eusébio triomphait. Tu avoues, Julien. Le magicien d'Éphèse est un ennemi du Christ. Petit malheureux. Tu te dresses contre la croix qui a donné la victoire à ton oncle Constantin. Inox signo vince. Souviens-toi. Le Christ a confié le pouvoir à ta famille. Veux-tu mordre la main divine qui t'a élevé ? C'est trop injuste. Je veux moi aussi la gloire de l'Empire. Mes recherches philosophiques ont seulement pour but de réconcilier la tradition hellénique avec le christianisme. Socrate adorait déjà le Dieu unique. Les concepts platoniciens. Sornette. Sornette, interrompit Eusébio en avalant une pâtisserie. Veux-tu une douceur ? Je voudrais voir l'empereur. Un nuage de contrariété traversa le front bas d'Eusébio. Son pouvoir est de fait, non de droit. Il tire son autorité de la possibilité qu'il a d'arranger des audiences avec l'empereur. J'eus l'impression qu'il craignait que je rencontre Constance. Je dois faire un rapport à Auguste. Il est bien disposé, mais il faut d'abord avouer ta culpabilité. L'empereur est généreux, il t'accordera sa clémence. Parle-moi du général Ursicinus, maître de la cavalerie de ton frère. Je ne l'ai jamais rencontré. Tu n'es pas coopératif, Julien. Paul Lachaine l'interroge justement en ce moment. Le ton d'Eusébio était menaçant. Je sais seulement que c'est un bon général. Un ambitieux, Julien, un ambitieux. Complotait-il avec Gallus, ou voulait-il la pourpre pour lui-même ? Eusébio éclata d'un rire venimeux. Constance Auguste n'aime pas les ambitieux. Tu connais sûrement la chanson qu'on entend en Orient. Tant qu'Ursicinus veillera, nous n'aurons pas peur des Perses, ni besoin de l'empereur. Tu connais, n'est-ce pas ? Je dus admettre avoir entendu ce couplet à Éphèse, ou à Nicomédie. L'eunuque en manifesta une joie enfantine. Il avoue, clapit-il.
Avant que j'eusse le temps de m'en rendre compte, il m'avait serré dans ses bras énormes. Cher Julien, faute avouée est à moitié pardonnée. Je plaiderai ta cause auprès de l'empereur, qui est grand et miséricordieux. Tu vas rentrer bien sagement à ta résidence et faire confiance à l'oncle Eusébio. Tout finira par s'arranger. Sur ces bonnes paroles, Eusébio, m'ayant pris par le bras, me reconduisit jusqu'à l'entrée du palais. Comme nous descendions le grand escalier de marbre, tout le monde s'écartait et s'inclinait bien bas devant le grand chambellan. On eût dit que c'était l'empereur en personne. Je me souvins de la plaisanterie qui circulait. L'empereur est un homme puissant qui dispose de quelque influence sur le grand chambellan Eusébio. Je restai seul pendant plusieurs semaines encore. Si je n'ai pas sombré dans le désespoir, c'est parce qu'un ange est alors venu à mon secours. Au moment où j'avais le plus besoin d'aide, les dieux m'envoyèrent la plus gracieuse des messagères. C'était un soir pluvieux, où je m'apprêtais à me coucher pour lire à la lampe avant de m'endormir. À travers le bruit de la pluie, j'entendis comme un piétinement. On vint m'annoncer qu'une dame voilée, descendue d'une litière, m'attendait dans l'entrée. J'ajustai rapidement mes vêtements, et me précipitai à la rencontre de la visiteuse. D'un geste gracieux, cette dernière ramena son voile sur les épaules. Je suis Aurelia Eusébia. Augusta. Je m'inclinai profondément. C'était la première fois que je rencontrais l'impératrice. Constance l'avait épousée peu après la mort de sa première femme Gala, ma demi-sœur. Elle était encore plus belle qu'on le disait. Un profil de camée et un port de tête altier attestaient la haute naissance de cette fille de consul, qui avait la réputation d'être aussi intelligente que belle et d'exercer une grande influence sur l'esprit de Constance. Les esclaves qui la suivaient disposèrent un siège avec des coussins et l'impératrice s'assit. Je suis venu bavarder un moment. Je te connais, de réputation Julien. Est-ce une bonne réputation, Augusta ? Son sourire espiègle révéla des dents blanches, petites et parfaitement rangées. Détestable selon le grand chambellan, qui à chaque réunion du consistoire sacré demande ta mise à mort immédiate. Ne fais pas cette tête, Julien. Il n'a aucune chance de parvenir à ses fins, puisque l'impératrice te protège. Je t'en suis reconnaissant, Augusta, mais qu'ai-je fait pour mériter ta faveur ? Tu es malheureux, n'est-ce pas suffisant pour un cœur chrétien ? Tu es, avec Constance, le seul autre survivant mâle de sa famille, et mon évêque personnel m'a dit que si tu mourais, Auguste n'aurait pas d'héritier. J'ai confiance en lui. Il est capable de ressusciter un mort. Il m'a guéri d'une maladie qui menaçait ma vie. Tu connais mon évêque, n'est-ce pas ? Non, Augusta. Mais si. Il m'a dit t'avoir rencontré. C'est Théophile l'Indien. Je me souvins alors de cet évêque à la peau sombre qui accompagnait Gallus, lorsque nous nous étions vus à Constantinople. Est-ce lui qu'Auguste envoya en Arabie heureuse, il y a une dizaine d'années, pour convertir le pays ? C'est lui. J'étais alors en Cappadoce. Où l'on parlait de cette ambassade, Théophile était parti avec 200 chevaux de Cappadoce comme présent de Constance au roi d'Arabie. La mission de Théophile fut un succès complet. Malgré l'opposition des Juifs, fort nombreux là-bas, il fit bâtir des églises, notamment à Aden. À son retour, il s'établit à Antioche auprès de Gallus et lui présenta Essio, que tu connais bien. Gallus me l'avait envoyé à Éphèse pour qu'il sauve mon âme. L'impératrice sourit. Essio, sauver ton âme ? Il faudrait d'abord qu'il sauve la sienne. Il s'est rendu insupportable. Il voulait améliorer la formule du baptême qui devait être selon lui, au nom du Père incréé, du Saint-Esprit procréé par le Fils créé. Explosif, n'est-ce pas ? Eusébia éclata d'un rire clair et je l'imitais, bien que je n'eusse pas le cœur à rire. J'aime bien Essio, dis-je, quoique je ne partage pas ses idées. Il prétend que loin d'être libres, les hommes sont dirigés par les destins et qu'il n'y a que la foi qui sauve. Selon lui, les actions n'ont aucune importance. Paul Catena m'a dit qu'on allait l'arrêter. Eusébia eut un mouvement de recul. Tu as vu cet homme horrible ? Mon pauvre Julien. Je vais faire le nécessaire pour qu'il te laisse en paix. Non, on ne va pas arrêter Essio que Constance estime inoffensif. Théophile, emprisonné en même temps que Gallus, vient d'être gracié. Il m'a dit du bien de toi. Ce sera Essio qui lui aura parlé en ma faveur.
Dis-moi. Tu n'as pas comploté contre Constance, n'est-ce pas? Je secouai la tête avec un sourire amer, et c'est en toute sincérité que je m'écriai. Je hais la politique. Il n'y a que la philosophie qui m'intéresse. Ah! Si je pouvais rentrer chez moi à Nicomédie, je te promets que je me ferais oublier. Moi aussi j'aime les livres, dit l'impératrice l'œil songeur. J'aimerais même en écrire, à défaut d'avoir un enfant. Au libri, au libri. L'étude donne de grandes joies et tu es homme d'étude. Je suggérerais à Constance de te recevoir. Aurélia Eusébia s'était levée. Elle me tendit une main blanche et douce, sans aucune bague. Aie confiance, Julien, je te protège. Déjà elle avait couvert son beau visage et était partie. Pendant de longues heures je restais immobile, me demandant si je n'avais pas rêvé. Je respirais sur ma main le parfum qu'elle y avait laissé, et mon cœur battait plus vite. Le lendemain je fus convoqué au palais. Eusébio m'accueillit avec un sourire enjôleur. Me prenant affectueusement le bras, il me glissa à l'oreille. Cela n'a pas été sans mal, mais nous avons enfin pu l'obtenir cette audience. Il me fallut écouter les longues explications de l'eunuque concernant le protocole. On me passa une robe de cérémonie. J'entendis sonner des trompettes et l'on vint me chercher. Un long vestibule puis 2 portes d'oricalque s'ouvrirent devant moi. Une salle oblongue immense, soutenue par des colonnes, des courtisans agenouillés, une odeur d'encens, un bruit étouffé fait du murmure des voix et du bruissement des robes de soie. Au fond de la salle, sur la sella aurea, trône surélevé d'or et d'ivoire aux pieds en pattes de lion, un homme éblouissant de pourpre et de pierreries était assis, aussi immobile qu'une statue, une lance d'or à la main droite, un globe dans la gauche. Des eunuques l'entouraient, ainsi qu'un personnage à l'expression servile, Flavius Taurus, le nouveau préfet du prétoire pour l'Italie et l'Afrique. Je baisai la pourpre bordée d'or, puis les genoux de l'Auguste. Relève-toi et sois le bienvenu, cousin Julien. Le visage avait à peine bougé. L'empereur maintenait la pose hiératique recommandée aux dieux vivants. C'est alors que j'aperçus l'impératrice, le front ceint d'un diadème de brillants, les yeux plissés en un regard d'encouragement, assise sur un trône placé un peu plus bas que celui de Constance. L'empereur parla sans me regarder, les yeux fixes. Augusta me dit que tu veux retourner en Bithynie. C'est mon souhait, Auguste. Et si tu allais soulever les troupes de Constantinople? Tu pourrais aussi te faire acclamer par le peuple, comme Gallus. Je suis loyal, je te le jure. Gallus le disait aussi. Il n'a pas trahi, puisqu'il a quitté Antioche pour t'obéir. Constance poussa un soupir, révélant que cette statue était humaine après tout. Il n'avait pas le choix. Je lui avais retiré ses troupes et coupé les vivres. Mais enfin, tu n'es pas responsable des fautes de ton frère. Augusta me garantit ta bonne volonté. Tu peux rentrer chez toi. Je m'inclinai à nouveau jusqu'à terre, tandis que sonnaient les trompettes annonçant la fin de l'audience. J'accomplis les gestes, je prononçai les paroles requises. Les lourdes portes dorées se refermèrent avec un bruit sourd. Eusébio m'embrassa, transporté de joie. Nous voici libres, libres de rentrer au pays, de reprendre nos chères études. Eusébio n'y est pas pour rien. Il clignait de l'œil, son parfum m'écœurait, mais je crus prudent de le remercier de ses bons offices. Quand pourrais-je partir? Mais quand tu veux, Julien. Demain? Il faut prendre des dispositions. Tu es venu par mer, peut-être aimerais-tu prendre la voie Ignatia cette fois-ci? La route qu'a prise mon frère lors de son dernier voyage. Eusébio ne releva pas l'impertinence. Une semaine passa, et je n'étais toujours pas parti. Aurélia Eusébia m'envoya un mot, expliquant qu'il y avait un risque de révolte militaire sur le Rhin. Mon départ n'était que retardé. Le lendemain, une voiture vint me prendre pour me conduire jusqu'ici, à Côme, où j'ai été enfermé dans une forteresse sans explication. Il paraît qu'on a montré à Constance des lettres de Sylvanus, commandant en chef à Cologne, semblant d'indiquer qu'il prépare une rébellion. Si je me joignais à elle, je lui donnerais un semblant de légitimité. Julien. En mer, 2 octobre 355. Je dus mon salut à Eusébia, qui obtint de Constance que je fusse libéré et envoyé en Grèce. Parfum du bel été où j'étudiais dans la lumière d'Athènes.
Retrouverai-je un jour l'odeur des lentisques du mont Hymette, l'ombre des sycomores du jardin d'Académo, la musique des cigales sur la colline des Muses, la majesté du Parthénon, les teintes rousses et blanches du Lycabette? Au Pirée m'attendait le proconsul d'Achaïe, Hermogénès, entouré de représentants de la Boulée et de l'Aréopage. Était là aussi mon ami Kelsos, que j'avais connu à Nicomédie où il était étudiant de Libanios, et le philosophe Priscos de Zeusprocie, un homme de grande taille au beau visage barbu, qui s'inclina avec dignité pour me souhaiter la bienvenue et m'offrir l'hospitalité. Je le remerciai, en lui disant que mon logement était prévu chez Kelsos. Les chevaux nous attendaient, et nous prîmes la route d'Athènes. Sur la droite, l'Hymette bouchait l'horizon de sa masse. Au loin brillait l'acropole, comme un joyau clair dans l'écrin bleu du ciel d'Attique. Le paysage était nouveau, mais ces noms m'étaient si familiers, que j'avais l'impression d'avoir vécu ici dans une vie antérieure. Tu vas être déçu, Julien, dit Kelsos. Athènes fut presque entièrement détruite par les Hérules il y a près d'un siècle. La vie urbaine s'est réfugiée dans une enceinte rétrécie, construite avec les débris des monuments de l'Agora et du Cérami. La ville est désormais limitée au sud par l'Acropole et au nord par la bibliothèque d'Adrien, qui n'a plus de livres. Les barbares, répondis-je, n'ont pas détruit l'âme d'Athènes puisque nous sommes là et qu'il y a l'Académie. Priscos eut un sourire amer. Je crains que l'âme d'Athènes ne se soit alourdie. Quant à l'Académie, tu jugeras par toi-même. N'enseignes-tu pas à l'Académie? L'Académie a bien changé après Théodoto et Euboulos. As-tu beaucoup d'étudiants? Je me limite à un petit groupe. Il n'y a guère de jeunes capables de comprendre la pensée platonicienne. J'ai une trop haute idée de la philosophie pour la galvauder à des gens non préparés. Ceux qui sont toujours prêts à étaler leur science ne sont que des dissipateurs. Pour cela il suffit d'aller écouter les rhéteurs, les proérésios ou les himérios. En me faisant un clin d'œil, Kelsos objecta. Ces rhéteurs sont pourtant renommés. J'ai plaisir à suivre l'enseignement de Proérésio, qui vaut celui de Libanios. Priscos fit la moue. Des conférenciers mondains. Il en faut bien sûr. Pour changer de sujet, je demandai quelle était la statue sur une colline à notre gauche. Le monument de Philopapo, répondit Kelsos, sur la colline des Muses. Il fut construit il y a plus de 2 siècles par un bienfaiteur d'Athènes, un prince syrien, qui voulait dormir de son dernier sommeil sur le Mousséion. En face, tu vois l'Aréopage, puis l'Acropole où tu peux distinguer la statue d'Athéna. À droite, c'est le temple de Zeus olympien, derrière au loin, le réservoir d'eau d'Adrien au flanc du Lycabette. La statue d'Athéna est donc encore debout, et le Parthénon n'est pas transformé en église? Nobilissime, dit Priscos avec reproche, nous sommes en Attique, les chrétiens sont peu nombreux. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.